clear for takeoff, 320 at 10 to 15. Pierre Razou, bonjour. Je vous rencontre aujourd'hui pour parler de votre dernier livre qui a pour titre Le siècle des As, une autre histoire de l'aviation. C'est publié par les éditions Perrin. Avant de parler du livre, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et dire qui vous êtes ? Oui, bien sûr. Bonjour déjà, et je suis très heureux d'être avec vous. Je suis directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, et j'ai une longue carrière dans les relations internationales, la géopolitique, et je suis également donc historien. Et j'ai écrit une dizaine d'ouvrages sur différents sujets, notamment liés aux guerres du Moyen-Orient. Qu'est-ce qui vous a attiré dans les As et au point d'écrire un gros livre et surtout de faire un travail absolument colossal de collecte et de mise en forme de milliers d'informations qui sont une vraie valeur ajoutée à votre livre? Alors, je crois que comme beaucoup de petits garçons, puis ensuite d'adolescents, de jeunes adultes et d'adultes, j'ai toujours été passionné par l'aviation. La différence, c'est que quand j'étais beaucoup plus jeune, je voyais l'aviation à travers ces mythes, notamment le mythe des As, le mythe de certains chasseurs, le mythe de certains avions. Et puis avec le temps, en grandissant, en mûrissant, j'ai pris du recul et j'ai essayé de me poser les vraies questions, c'est-à-dire est-ce que les As ont joué une histoire ou un rôle dans l'histoire de l'aviation? Quelle a été l'histoire de l'aviation, ou du moins l'impact et l'apport de l'aviation dans la guerre moderne, et toutes ces questions-là. Et j'en suis venu à faire finalement un peu la réflexion suivante, qui était de me dire, au fond, les As dominent le ciel, dominent l'espace, enfin la troisième dimension, pendant un temps finalement très bref, on va dire du milieu de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 50-60, avec une apogée pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire en fait une période de 3 générations, ce qui est très bref. Et donc ils sont un peu comme les chevaliers du Moyen-Âge, qui finalement ont disparu de l'histoire militaire au fur et à mesure pour des tas de raisons sociologiques, historiques, économiques, statutaires, voilà. Et donc en fait, l'idée de départ, c'était de me dire, au fond, les As de l'aviation ne sont-ils pas un peu des dinosaures, c'est-à-dire ne sont-ils pas condamnés à disparaître ? Et ont-ils été vraiment les chevaliers du ciel qu'ils prétendent être, et la manière dont ils ont été instrumentalisés par la propagande et par plein de gens. Alors, avant d'entrer un peu plus dans le sujet, comment on définit un As ? Alors, un As, depuis 1916, c'est 1915-1916, c'est un pilote de chasse qui obtient 5 victoires homologuées. Le terme homologué est crucial, évidemment, parce que qui dit revendication dit exagération, dit vérification, contrôle, couplage d'informations. Oui. Et donc bien souvent les As revendiquent ou ont revendiqué beaucoup plus de victoires que celles qui leur ont été officiellement accordées. Et donc un As, c'est un pilote de chasse victorieux qui peut se prévaloir de 5 victoires homologuées et souvent beaucoup plus revendiquées, mais pas reconnues officiellement. C'est des victoires en vol. Des victoires, pardon, en vol, oui, bien sûr. Donc, alors là aussi, tout dépend du lieu, du conflit, du pays. Certains, au fur et à mesure de l'histoire, certains pays ont compté, par exemple, les avions détruits au sol, d'autres non. Oui, parce que je vous coupe, parce qu'on découvre dans votre livre que chaque pays n'a pas la même méthodologie pour compter. Exactement. Donc, ce qui m'amène à faire passer un premier message, c'est que bien sûr, le palmarès et les palmarès sont quelque chose finalement de très relatif. Il ne faut pas y accorder trop d'importance. Bien sûr, les gens ont toujours tendance à compter, à comptabiliser, à comparer combien tel sportif va-t-il remporter de Coupe Davis, combien tel footballeur va-t-il marquer de but, combien tel coureur automobile va-t-il gagner de Grand Prix, voilà. Mais au-delà de ça, donc il y a toujours quelque part les êtres humains sont toujours accros, on va dire, à la comptabilité, aux exploits, à la numérisation des exploits. Mais fondamentalement, chaque pays a eu des règles très différentes.
à la fois pour reconnaître ce qu'était un as. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, la définition que je vous ai donnée s'applique à tous les pays, sauf à l'Allemagne et à l'Autriche, qui considèrent, mais surtout les Allemands, qui considèrent que finalement 5, ça devient rapidement trop facile, et que donc, on va dire que non, c'est 10 victoires. Puis quand même 10 victoires à la fin de la Première Guerre mondiale, ça devient assez aisé, compte tenu de l'écart de performance des appareils allemands à la fin du conflit. Ils vont même porter ce seuil à 15 victoires. Et ils vont même dire, en fait, pour être qualifié d'as, c'est pas tellement le nombre de victoires qui compte, c'est il faut être titulaire d'une médaille qui s'appelle la Blauer Max, donc la médaille pour le mérite. Donc une médaille, pardon, créée à l'époque par Frédéric de Prusse pour récompenser les exploits exceptionnels sur le champ de bataille. Voilà. Vous avez par exemple ensuite des pays qui vont accorder la victoire qu'à celui, c'est-à-dire l'homologation de la victoire, qu'à celui qui porte le coup décisif, donc l'estocade, et qui va réellement détruire l'appareil en vol. D'autres qui vont partager les victoires, c'est-à-dire que si trois pilotes sont impliqués à peu près à part égale dans d'abord le fait que l'un des avions va être endommagé, puis détruit, mais la victoire est partagée en 3. Donc ça va faire un tiers de victoire pour chacun. Avec des palmarès qui peuvent être très compliqués, comme par exemple les palmarès anglo-saxons, américains et britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui donnent qui comptabilisent toutes les fractions. Donc ça devient un petit peu compliqué. A l'inverse, vous avez des pays comme la France pendant la Deuxième Guerre mondiale qui vont attribuer une victoire à chaque pilote impliqué dans la victoire. Par exemple, dans ce même exemple, si 3 pilotes sont impliqués dans la victoire, ils auront chacun une victoire. Ça faisait 3 victoires. C'est 3 victoires au lieu d'une seule, d'où le mythe des 1000 victoires pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin pendant la campagne de mai-juin 1940, des 1000 victoires de l'armée de l'air française en 1940, qui finalement est à la fois au départ issu quelque part d'une bonne foi, puisque si on comptabilise en effet les victoires théoriques revendiquées par chaque pilote, on arrive à peu près à près d'un millier. Mais en réalité, quand on décrypte ensuite toutes les victoires réelles, on s'aperçoit qu'il y a eu au mieux environ 400 avions abattus, ce qui est déjà pas mal, en tout cas très honorable compte tenu de l'ensemble des prestations de l'armée française en mai-juin 40. Tout à l'heure, vous parliez de la comptabilisation sportive, des victoires, des Coupes Davis, des courses, des choses comme ça. C'est un peu connu, mais vous expliquez exactement dans votre livre d'où vient le mot as. Oui, alors toujours pareil, en 1915, rappelons-le, quelque part Cocorico, le premier as est un Français. Ce qui est intéressant d'ailleurs au passage, c'est de voir, on le voit dans la chronologie, dans l'une de mes annexes, qui raconte les premières fois. Les premières fois où ceci, cela s'est passé. En fait, on s'aperçoit que dans un premier temps, les Français, on va dire, dominent le palmarès, l'épopée des As au début de la Première Guerre mondiale, enfin au deuxième tiers de la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, doucement, ça passe aux Allemands, puis aux Britanniques, puis aux Russes, aux Américains, aux Russes. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a un glissement comme ça. Donc les Français sont les premiers, donc avec Charles Pégoud, qui est le premier As en 1915. Et à ce moment-là, les journalistes se disent, mais comment va-t-on qualifier ces personnages hors normes, exceptionnels? Parce que quand même, en 1915, abattre 5 avions, mais abattre réellement, donc détruire 5 avions à bord d'un biplan très difficilement gouvernable, extrêmement fragile, complètement soumis aux aléas du vent et des éléments, avec une mitrailleuse sans rayon quand même 2 fois sur 3, c'est quand même un exploit. C'est-à-dire que déjà piloter en soi à l'époque, c'est compliqué et c'est un exploit. Alors en plus, abattre un adversaire, ça devient complètement presque ésotérique. Donc ces journalistes se disent, bon, bah, comment va-t-on les appeler? Alors là, il y a plein d'idées qui jaillissent. Et puis, bien sûr, il y a ceux qui disent, As, pourquoi? Parce que évidemment, l'As, c'est la carte la plus forte du jeu. Parce que l'As au dé, c'est souvent celui qui se distingue parmi là. Mais surtout, il y a une série de journalistes sportifs qui se rappellent qu'avant la Première Guerre mondiale, lors des premières courses cyclistes, certains cyclistes exceptionnels qui avaient gagné 5 fois
aujourd'hui on dirait un grand prix, on va les appeler les As de la petite reine. Et donc tout simplement par commodité, et puis parce que ça prend dans le public et dans l'opinion, parce qu'il faut montrer aussi à l'opinion publique que quelque part l'As, c'est quelqu'un qui est proche d'eux, donc c'est quelqu'un qui est populaire, qui est souvent d'ailleurs issu des couches populaires. Et bien en fait l'As s'impose parce que l'As de la petite reine, c'est finalement, et l'As, la carte la plus forte du jeu, sont un peu les deux figures qui reviennent les plus fréquemment. Alors on voit bien quelle qualité il faut pour être un As de la petite reine. Grosso modo, des gros mollets, voilà, on sait. Et un bon cœur. Et qu'est-ce qui fait les qualités d'un bon As de l'aviation? Alors, si on peut les définir. Bien sûr. En fait, la réponse la plus courte, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que vous avez plein d'exemples et de contre-exemples. Vous pouvez dire il faut être très résistant, il faut avoir une excellente constitution, mais vous avez toujours des contre-exemples. Par exemple, on va dire a priori il faut une excellente vue. Et c'est vrai que de tout temps, depuis 1915 jusqu'aux combats aériens les plus récents pendant la guerre en Irak, les guerres des Balkans ou les guerres du Moyen-Orient, une majorité d'as ou même de pilotes de chasse qui ont obtenu des victoires sans obtenir ou sans décrocher la couronne des 5 victoires homologuées vous disent j'avais une vision hors norme très supérieure à la moyenne et bien évidemment ça m'a beaucoup aidé. Mais dans l'histoire, et c'est ce que je raconte dans le livre, il y a aussi plein de contre-exemples. Vous avez des pilotes qui étaient borgnes, des pilotes qui avaient une très mauvaise... Des as, je parle des as qui étaient borgnes, des as qui avaient une très mauvaise vue, vous aviez des as qui avaient des jambes de bois, vous aviez des as qui portaient des prothèses de jambes, prothèses de mains, certains même 2 prothèses de jambes. Vous en aviez qui étaient complètement cassés, cabossés dans tous les sens. Donc il y a de tout. Il y a quelques qualités essentielles pour non seulement devenir un as, mais pour le rester. Parce que le rester, ça veut dire qu'il faut survivre. Je dirais que c'est l'intelligence situationnelle. L'une des recettes pour devenir un as, c'est d'avoir une excellente compréhension spatiale de la situation. En d'autres termes, ça revient à dire, dans une série de complexes mobiles, vous avez par exemple 20 avions qui évoluent dans une boule, dans un volume très resserré. Il faut être capable, à l'instant T, d'être capable de situer chacun, et donc immédiatement de décrypter lesquels présentent des menaces, enfin lesquels sont une menace pour vous, et lesquels sont une cible ou une opportunité pour vous, et de faire évoluer ce raisonnement, j'allais dire, au bout de 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute. 1 minute déjà, c'est presque hors norme. Mais déjà, si en 30 secondes, vous arrivez à dire, voilà, dans 30 secondes, nous sommes dans ces positions-là, et les mobiles se retrouveront dans cette position-là, et donc, je serai menacé par tel avion, et je serai en position de tirer tel avion, et donc je vais faire ce qu'il faut pour me mettre en bonne position, et là déjà, vous avez un immense avantage par rapport à vos petits camarades. Ensuite, il faut maîtriser le tir avec déflexion, c'est-à-dire que contrairement aux jeux vidéo, dans la vraie vie, tirer sur des mobiles qui évoluent, c'est paradoxalement ne pas tirer, ne pas viser votre cible. C'est ce que tous les chasseurs, je parle des chasseurs au sens chasseurs à gibier, de nos grands-parents ou parents qui ont battu les campagnes il y a quelques décennies ou qui continuent aujourd'hui à chasser savent bien, c'est que si vous voulez atteindre du gibier, eh bien il faut tirer devant le gibier. Parce que pendant que vous tirez, le gibier il bouge et évidemment un avion ou un chasseur a fortiori à réaction va beaucoup plus vite qu'un lapin ou qu'un sanglier ou qu'une perdrix dans le ciel. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper le temps, donc votre distance, le temps que les projectiles que vous avez tirés mettront pour atteindre le point à viser, et faire en sorte que ce soit à ce moment-là que votre cible passe et croise la trajectoire de vos projectiles. La munition. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle le tir avec déflexion. Et alors là, tous les pilotes sont unanimes, tous les as, c'est ceux qui deviennent des as, sont ceux qui maîtrisent le plus rapidement et le plus complètement cette technique du tir avec déflexion. Et ceux qui sont très bons, notamment pendant la Première Guerre mondiale, sont ceux qui ont été chasseurs ou qui ont accompagné leurs parents à la chasse quand ils étaient enfants ou adolescents.
avant le déclenchement des hostilités, comme Guynemer, comme Fonck et comme tant d'autres chasseurs de toute nationalité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi le coup d'œil. Donc c'est le coup d'œil, c'est la manière de pouvoir tirer, d'anticiper en fait la position de la victime. Ensuite, il faut tout simplement avoir de la chance, c'est-à-dire qu'il faut être au bon endroit au bon moment. Plein d'as, notamment, enfin en tout cas plein de pilotes de chasse contemporains que j'ai pu interviewer, notamment israéliens, arabes, iraniens. Il ne faut pas oublier que le dernier as officiel, si l'on peut dire, de l'histoire de l'aviation, c'est un as iranien en 1988, à bord d'un Tomcat américain, paradoxalement. Donc c'est le fait que ces pilotes-là me disaient, vous savez, vous pouvez passer une année complète à patrouiller 2 fois par jour les endroits où on vous demande de patrouiller sans jamais rencontrer un adversaire. Donc pendant 1 an, vous allez accumuler des centaines d'heures de mission sans avoir la possibilité d'avoir une victoire. Et en 48 heures, vous allez vous retrouver 3 fois en situation de combat. Et sur les 3 fois, vous allez réussir 2 fois à vous placer et à tirer des missiles ou à faire des tirs canons. Donc à abattre 1, 2, 3, 4 victimes. Donc en 48 heures, vous pouvez finalement avoir plus de victoires qu'en 1 an ou 1 an et demi. C'est encore une fois, c'est être au bon moment, au bon endroit et avoir de la chance. Et là, les statistiques jouent. C'est-à-dire que plus vous êtes un nombre de chasseurs relativement faible, mais concentrés sur une même partie, on va dire, du front, par exemple, quel que soit le conflit considéré, et plus en face, vous avez une armée massive, plus vous avez de chances statistiquement de faire une rencontre, enfin entre guillemets, et donc de vous retrouver en situation de confrontation, de combat aérien, et donc avec une victoire potentielle à la clé. Plus au contraire, vous faites partie d'une armée finalement surnumérique, comme par exemple l'US Air Force, en fait l'armée de l'air américaine qui était à l'époque pas encore indépendante, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais dans une situation où vous dominez l'espace aérien européen, parce que vous avez des milliers de chasseurs, et où vous êtes donc l'un des X, l'un des 5000 pilotes, et en face, vous n'avez plus qu'un petit noyau de 350 pilotes de chasse de la Luftwaffe, qui eux, statistiquement, vont avoir quasiment 100% de chances de rencontre à chaque mission. Mais vous n'aurez que 2 ou 3% de chances de rencontre simplement à chaque mission. Alors en plus, entre rencontrer l'adversaire et abattre un adversaire, évidemment, les statistiques sont très, très limitées. Alors, il y a des qualités physiologiques, des qualités psychologiques, mais il y a aussi une sorte de qualité qu'on voit bien dans votre livre, c'est que les pays qui produisent des as, sauf exception, ce sont des pays industrialisés, des pays qui fabriquent les avions. Et ça, c'est une grande condition pour fabriquer des as, où c'est aussi des pays comme l'Iran, comme Israël, qui forment des ingénieurs, qui forment des pilotes. Exactement. Les pilotes des petits pays ont moins de chances de devenir des as que des Américains, des Russes. Et encore une fois, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, vous avez raison. Et historiquement, les nations qui produisent finalement le plus d'as sont d'abord la France, rapidement rejoint et dépassé par l'Allemagne. Donc 2 grandes puissances industrielles, même au début du XXe siècle, j'allais presque dire surtout au début du XXe siècle, rejoint par la Grande-Bretagne, puis par l'Union soviétique et la Russie, bien sûr par les États-Unis, avec les Japonais et les Italiens, avec leurs petites industries aéronautiques, qui jouent un peu le rôle de challenger d'outsider dans cette course au palmarès et dans cette course aux victoires. Et puis après la guerre, on change de logique, puisque finalement, les grandes nations industrielles vont surtout exporter leur matériel, le vendre parce qu'on est dans une ère de conflit par procuration, ou pendant la période de la guerre froide, en fait de guerre par procuration, que ce soit au niveau du Moyen-Orient, au niveau de l'Asie du Sud-Est, au niveau de la Corée, au niveau des guerres africaines, où chacun finalement va miser sur ses chevaux. Et donc de ce côté-là, les as, en fait, d'abord il n'y en aura plus que très peu, parce que statistiquement, pour faire simple, on a à peu près
un cinquième des As, donc 20% des As pendant la Première Guerre mondiale. On a 5% des As entre les deux guerres mondiales, essentiellement pendant la guerre d'Espagne. Ensuite, on a globalement 80% des As, 70% des As pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, c'est l'apogée du phénomène des As, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, on n'a plus que 5% des As après la Deuxième Guerre mondiale. Et sur ces 5%, on en a 3% pendant la guerre de Corée et 2%, on va dire, depuis 1953. Ce qui veut dire que depuis 1953, c'est-à-dire depuis plus de 65 ans, on n'a plus que 2% des As, essentiellement donc sur les combats les guerres du Moyen-Orient, la guerre du Vietnam et quelques épiphénomènes à droite à gauche. Quand on parle de la qualité des As, donc industrielle, technologique, intellectuelle, physiologique, il y a une question qu'on peut se poser, c'est quand on regarde la liste des As, il y a des milliers d'As. 8000 donc, à peu près, à la louche. 8000 sur l'histoire. Je crois que les 100 premiers sont allemands, même un peu plus que les 100 premiers. Pourquoi les 100 premiers As de l'histoire de l'aviation sont allemands, sachant qu'ils sont quasiment, non tous même, pendant la Seconde Guerre mondiale? Alors c'est ce qu'on appelle le phénomène des experts, ou en allemand donc des Experten, qui a beaucoup interpellé les historiens, qui ont été très étonnés à la chute de l'Allemagne nazie, de tomber quand même sur malgré tout des As survivants, parce que même si beaucoup d'As sont tombés au combat, on va dire tout conflit, toute période, c'est à peu près entre 20 et 50% des As qui meurent au combat. Donc, alors bien sûr, il y a ça peut changer. Par exemple, les Américains, eux, parce qu'ils ont des méthodes d'entraînement, des méthodes d'engagement au feu, etc., qui sont particulières, c'est-à-dire qu'ils tendent à préserver les hommes pour créer un maximum d'occasions de combat, mais préserver systématiquement, donc si possible, et les hommes et le matériel. À travers les guerres, les Américains arrivent à peu près à 10% de pertes sur leurs As, qui est finalement pratiquement, à part les Israéliens et les Iraniens, les taux les plus faibles. Mais dans l'histoire, notamment sur les Japonais ou sur les Allemands ou les Italiens, ça a pu monter jusqu'à 60% de pertes. C'est-à-dire 60% des As tués au combat. Donc c'est énorme. Il y a beaucoup de choses qui ont joué. Dans un premier temps, c'est-à-dire en fait, il y a un phénomène j'allais presque dire de quasi-robotisation. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'aurais dû vous rajouter, il y a deux éléments essentiels dans les qualités qui font les As. C'est bien entendu l'entraînement, parce que tous les As qui ont survécu, tous les pilotes de chasse qui ont participé réellement à des combats aériens aujourd'hui vous le disent, il n'y a pas de miracle. Pour gagner, il faut s'entraîner et s'entraîner encore. Et dans des conditions extrêmement réalistes, voire dangereuses. Ce qui veut dire que vous avez des situations paradoxales où par exemple en Israël, où on n'a que simplement 2 As tués, 2 As israéliens de mémoire sur les 46 As israéliens, vous n'en avez que 2 tués, un abattu parce qu'en fait il s'est écrasé par accident en combattant, l'autre parce qu'il a réellement été abattu par un pilote égyptien. Donc le paradoxe, c'est que le taux de perte des As israéliens est extrêmement faible, mais le taux de perte des pilotes de chasse israéliens est extrêmement élevé en termes d'entraînement. C'est-à-dire que, pour faire simple, les Israéliens ont perdu beaucoup de pilotes à l'entraînement. Parce que leur entraînement était extrêmement réaliste, était censé reproduire au plus près la réalité des combats. Donc la dure réalité de l'affrontement. Et donc, leur principe, c'était plus l'entraînement est rigoureux, dur, etc., et plus on augmente les chances de survie de nos pilotes. Déjà, celui qui survit à l'entraînement a plus de chances de survivre au combat, quoi. Donc pour revenir à la question sur les As allemands et les experts allemands, en fait, ces experts allemands étaient redoutablement entraînés. Pourquoi ? Parce que pour certains d'entre eux, ils avaient combattu depuis la guerre d'Espagne, depuis 1938 jusqu'en 1945, quasiment sans interruption.
Là aussi, il y a d'autres phénomènes en fonction des pays. Mais vous avez des pays qui, par exemple, font des systèmes de tours d'opération. C'est-à-dire un pilote va faire un pilote de chasse, mais c'est pareil, un pilote de bombardier, disons un pilote de combat va faire 50 missions de guerre. Et au bout de 50 missions de guerre, a le droit d'être retiré du front 6 mois, entre guillemets, pour se refaire une santé, se réentraîner, et, très important, passer son expérience aux plus jeunes et aux pilotes à l'entraînement. Et ensuite, il revient au front et il continue. En Allemagne, c'était pas ça. En Allemagne, c'était les pilotes étaient engagés au front, au feu, du premier jour au dernier jour, sans pause, sans congé. Par exemple, certains pilotes qui se sont mariés avaient généreusement une semaine de congé, entre guillemets, de lune de miel. En général, ils étaient de toute façon totalement rétamés et épuisés. Ceux qui décrochaient des décorations et des scores exceptionnels avaient droit eux aussi à une semaine ou 2 semaines de congé exceptionnel, mais globalement ils étaient tout le temps au feu. Donc en fait, et en plus ils pilotaient toujours les mêmes avions. Quand je dis les mêmes avions, c'est les mêmes modèles d'avions qui, même s'ils étaient perfectionnés, ils maîtrisent par cœur leur appareil. Oui, il n'y a pas besoin de les reformer à un autre appareil. Ils maîtrisent le combat aérien intuitivement. Ils ont globalement des milliers d'heures de vol, là où leurs adversaires en ont au mieux une centaine, 200, parfois 300 heures de vol. Donc en fait, ils sont dans une situation de maîtrise totale du combat, des éléments, etc. À tel point que certains deviennent pilotes, et ils le racontent très bien dans leur mémoire, deviennent de véritables robots, enfin je veux dire pilotes de manière mécanique, sans réfléchir. Un petit peu comme vous prenez votre voiture pour aller au travail, vous vous mettez en mode automatique, vous connaissez par cœur le trajet, voilà. C'est pareil, sauf que là c'est en combat. Mais même en combat, ces as-là avaient une telle maîtrise de la situation que... voilà. Ensuite, il y a eu le fait qu'ils ont été engagés sur les fronts où statistiquement il y avait le plus de chances d'avoir des victoires, notamment sur le front de l'Est. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'il y a beaucoup d'avions en face, on a beaucoup de chances. Beaucoup de cibles, beaucoup de pilotes très peu formés, face à relativement moins de chasseurs, tous, enfin la très grande majorité très très bien formés. Donc évidemment, mécaniquement, ça fait la différence. Le fait aussi que bien sûr les avions sont meilleurs, que surtout les avions sont équipés de radio. Et qu'en termes de radio, ça permet à chacun des pilotes évidemment d'être en lien permanent et à créer des symbioses dans les pairs. C'est-à-dire que ce qui m'amène à la dimension tactique, c'est-à-dire que les Allemands sont les premiers à mettre au point ce qu'on appelle le Schwarm. Donc en fait, le système de combat marchant par paire ou par 2 fois 2 paires, interagissant les unes ensemble. C'est-à-dire un système extrêmement souple, extrêmement performant, où tout est fait pour favoriser le meilleur pilote, quel que soit son grade. C'est-à-dire en fait, on donne au meilleur, c'est un peu comme les buteurs des championnats, si vous voulez, on va les mettre systématiquement, ou comme l'avant-centre, en situation de marquer le but. C'est pareil, c'est-à-dire que le but, c'est pas de dire... Chaque pilote doit avoir le maximum de victoires. Le but du jeu, c'est à l'allemande, c'est être efficace. C'est détruire le maximum d'adversaires, quelle que soit la personne qui marque le but. Donc, si on a un pilote très doué, on va l'encourager à être encore plus doué et être encore plus létal, sachant qu'en plus, il y a une capacité d'entraînement et d'émulation, bien entendu, pour les personnes qui vont voler avec lui, et que tout est fait pour ça. En face, vous aviez les soviétiques, qui eux malheureusement n'avaient souvent pas de radio, ou en tout cas beaucoup plus tardivement dans la guerre, qui ont des procédures de vol très rigides. Donc en fait, si vous voulez, vous avez d'un côté un essaim d'abeilles extrêmement connectées, face à des cibles pas forcément plus lentes, mais beaucoup plus rigides, beaucoup plus prévisibles. Oui, puis j'imagine que les paires ou ces doubles paires ont l'habitude de voler ensemble, donc il y a des habitudes, il y a des anticipations qui doivent se faire assez naturellement. Voilà. Et une autre raison également, c'est ce que paradoxalement un ami pilote de chasse israélien m'a raconté et a théorisé, c'est ce qu'il appelle la théorie des fourmis de feu. C'est-à-dire, il dit pourquoi les as israéliens ont connu autant de succès, paradoxalement, alors qu'au même moment, dans des conditions à peu près similaires, les pilotes américains engagés au Vietnam avec des matériels pourtant meilleurs face à des adversaires identiques n'ont pas eu le 10e du succès des as israéliens. C'est sans doute pour la même raison que justement pourquoi les as allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale ont eu autant de succès, par exemple sur le front de l'Est. Et la réponse, c'est sa théorie des fourmis de feu.
Pourquoi? Parce qu'en même temps, lui, il cultive des tomates, il cultivait des tomates dans son kibbutz, et il était confronté à tous les problèmes phytosanitaires, et notamment les fourmis de feu. Les fourmis de feu, il dit, ce sont des colonies de fourmis guerrières ailées qui fonctionnent en essaim et qui fonctionnent en mode interconnecté. C'est-à-dire que dans ces essaims en fait, de fourmis de feu qui se déplacent tout ensemble, qui émettent des phéromones lorsque l'une d'entre elles est agressée. Donc ce qui veut dire que dès que l'une d'entre elles est agressée, l'essaim se forme pour aller défendre et tuer l'insecte ou l'agresseur menaçant l'une de ces fourmis de feu, dans des essaims qui tolèrent plusieurs reines. C'est-à-dire que contrairement au système des abeilles, où il y a une reine qui règne sur la ruche, dans la classe sociale, etc., et qui fait qu'il ne faut pas faire d'ombre à la reine, dans les fourmis de feu, non, les fourmis de feu peuvent fonctionner avec un essaim avec 5 voire 10 reines, entre guillemets, qui dirigent ça. Et les reines interagissent aussi les unes entre les autres. Et bien sûr, les reines, ce sont les as. Par rapport aux fourmis de feu, qui sont on va dire les pilotes standards. Donc ça veut dire que les as israéliens comme les as allemands pendant une partie de la guerre se connaissaient très bien, même s'ils pouvaient très bien se détester certains les uns entre les autres. Je veux dire, ça n'empêchait pas les inimitiés personnelles, mais les gens se connaissaient, avaient appris à interagir, avaient les moyens de communication, y compris radio et autres, permettant d'interagir en permanence, et donc de se retrouver dans des situations où dès que l'un est menacé, on le prévient, on vient le secourir, chacun connaît la procédure, on va dire, non pas d'évasion, mais la procédure à appliquer pour se sortir de cette mauvaise passe, reprendre l'avantage et taper l'agresseur. Alors bien sûr, ensuite, pourquoi? Parce qu'il y a eu des exagérations. Donc bien évidemment, à partir on va dire de fin 1942, les autorités allemandes vont commencer à fermer les yeux, voire encourager les revendications fantaisistes de leurs pilotes sur le front de l'Est. D'autant plus que, contrairement aux chasseurs anglo-saxons qui, eux, sont équipés de ciné-mitrailleuses, c'est-à-dire de caméras, c'est-à-dire que dès que vous déclenchez le tir-canon ou mitrailleuse, vous déclenchez en même temps une caméra qui filme en permanence donc, tout ce qu'il y a dans le champ de tir de l'appareil. Donc vous avez une preuve matérielle, je veux dire tangible, qui vous permet de détailler votre revendication. Ça n'est pas le cas chez les Allemands, puisque seul le Focke-Wulf 190, à partir d'un certain modèle, sera équipé de ces ciné-mitrailleuses. Donc en fait, à partir du moment où vous avez comme tout le monde se connaît, où vous avez des ailiers finalement assez complaisants et où il n'y a pas grand monde pour vérifier les victoires que vous annoncez, c'est un peu la course à l'inflation. Vous avez des pilotes qui reviennent en disant j'ai abattu 5 avions, 6 avions, 7 avions. Parfois c'est vrai, mais bien entendu parfois c'est probablement exagéré. Et à partir du moment où vous avez cette exagération-là, où paradoxalement la propagande, voire le parti nazi, ferme les yeux, voire même vous encourage à en rajouter un peu parce qu'il faut remonter la morale de la population, évidemment, chacun se laisse aller à ses scores. Et puis quand il y en a un ou deux ou trois, j'allais dire, qui pratiquent, on va dire, ces exagérations, évidemment les autres ont tendance à se dire et pourquoi pas moi, je veux dire, je ne vais pas être le dindon de la farce. Vous anticipez sur ma prochaine question. On connaît des photos où on a célébré des centaines de victoires. C'était vraiment des fêtes populaires avec les chiffres marqués en gros, avec des jeunes filles qui jettent des fleurs, des choses comme ça. Ça c'est le côté Allemagne nazie. Les anglo-saxons, eux, filment carrément les victoires. Là aussi, il y a forcément une raison derrière, qui n'est pas une raison technique ou technologique. Donc ces as, est-ce que là, ça a une véritable utilité militaire, ou est-ce que c'est un objet de marketing politique, ou voire de marketing pur, parce qu'il faut vendre des avions aussi? Exactement. Les deux, voire les trois. Est-ce que les as sont efficaces militairement? Je dirais plutôt que la présence d'as sur un front, que ce soit à la fin de la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre de Corée, pendant les guerres israélo-arabes, voire même pendant la guerre Iran-Irak, ou pendant la guerre du Vietnam, a une valeur dissuasive. C'est-à-dire que quand vous savez
que telle unité où vous avez, qui est une pépinière d'as, fait du top cover au-dessus de la zone où vous êtes censé agir, vous y réfléchissez à 2 fois quand même avant d'y aller. Enfin, vous y allez parce que vous l'ordonne, mais disons que vous êtes très prudent. Si on met bout à bout et on raisonne en termes purement statistiques le nombre d'avions abattus, par exemple par les as allemands, les as britanniques, les as soviétiques, même si on divise par 2, pour avoir, disons, une vision probablement plus cohérente de la réalité, ça représente quand même des quantités effarantes. Ce qui veut dire que rapproché à la guerre industrielle dont on parlait tout à l'heure, ça a eu un impact. C'est-à-dire que quand vous avez, ça pose le problème de quelle est l'efficacité de la supériorité aérienne. Parce qu'en fait, l'AS vous permet d'avoir la supériorité aérienne. Et donc, si vous avez la supériorité aérienne sur une bataille, est-ce que ça va influer, 1, le sort de la bataille, ou 2, le sort de la guerre? Là, j'ai pas la réponse. Les historiens ne sont pas tous d'accord. Oui, un problème d'échelle et de perspective. On connaît tous les débats aujourd'hui sur comment doit-on considérer la puissance aérienne, la maîtrise de la 3e dimension, voire de la 4e ou de la 5e, de l'espace, etc. Donc ça, c'est une donnée. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que les as sont des produits marketing, parce que dans tous les pays, ils vont être utilisés soit à des fins de propagande, soit pour lever des fonds de guerre. Par exemple, aux États-Unis, à l'issue d'un tour d'opération d'environ 50 missions de guerre, les pilotes donc les as qui rentrent au pays, évidemment, vont faire la tournée des popotes, la tournée des médias, la tournée des salles de cinéma ou des salles de spectacle, généralement accompagnés de plantureuses et charmantes actrices à leurs bras, pour motiver les troupes, remonter le moral de la population, remonter le moral des ouvriers, il ne faut pas oublier, donc des ouvriers qui, eux, produisent 24 heures sur 24. Ils fabriquent des avions. Qui fabriquent les avions qui vont justement servir, et donc, bien entendu, sont utilisés, disons, pour à ces fins-là. Et puis, bien sûr, aussi à des fins de propagande, aussi bien politique que... Et là, chaque pays, que ce soit on va dire, les régimes autoritaires, voire même les démocraties, tous vont utiliser les as à des fins de propagande, ça c'est certain. Il y a des as dont on n'a pas encore parlé, c'est les femmes. Oui. Parce que là aussi on se dit que pilote de chasse c'est un métier d'homme, ce qui est vrai dans la majorité par tradition, j'allais dire, en tout cas par tradition militaire. Mais il y a aussi des as femmes qu'on découvre dans votre livre. Oui. Et ça c'est une vraie surprise. C'est une vraie surprise, oui, mais en même temps, les femmes ont joué un vrai rôle dans l'histoire de l'aviation, depuis les temps des pionniers jusqu'à aujourd'hui. Donc les femmes vous répondraient, mais non, nous avons tenu notre rôle. Alors évidemment, statistiquement, c'est marginal. C'est-à-dire que sur les environ 8000 as recensés, agréés par l'essentiel des historiens, tout pays, tout conflit confondu, on n'a que 4 as féminins qui sont toutes les 4 soviétiques, russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça fait quand même, c'est-à-dire quand je dis des as, c'est vraiment des pilotes de chasse, féminines en l'occurrence, qui ont au moins 5 victoires homologuées. Donc 4 sur 8000, évidemment, c'est très marginal. Mais il y a eu beaucoup, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu quand même plusieurs centaines de femmes pilotes de chasse. Sur le front de l'Est, sur les fronts périphériques. Surtout soviétiques. Surtout soviétiques, mais les Chinois un peu également. Puis ensuite, à l'époque communiste, la Chine populaire a, pendant un premier temps, entraîné des femmes pilotes de chasse, etc. Et puis, il faut attendre les années 70 pour que les femmes, on va dire, dans les autres nations, soient autorisées non pas à monter dans des avions de chasse, mais à aller au combat. Par exemple, pendant toute la période de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre de Corée, beaucoup d'Américaines et de Britanniques vont être utilisées dans le corps auxiliaire féminin donc des personnels navigants féminins, qui va être chargé de convoyer les avions, d'abord de tester et de convoyer les avions depuis les usines, donc par exemple aux États-Unis, au Canada, jusqu'en Europe ou jusqu'au Pacifique. Pourquoi ? Parce que les hommes, les pilotes, sont au combat dans les escadrilles au front. Donc, qui va convoyer les avions ? Eh bien, soit des vétérans qui ont passé l'âge, donc qui savent encore bien voler, mais bon, qui n'ont plus les capacités pour être au feu tout le temps.
et les femmes qui vont les remplacer. Et donc on assiste des années de la fin de la Première Guerre mondiale et surtout des années 20, des années 30 avec les pionnières très connues qui font les grands raids, qui vont faire des exploits aériens. On va avoir une montée en puissance des femmes et leur arrivée, on va dire, dans les cockpits des avions. Ça va, comment dirais-je, leur apogée donc, va être à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, voire même va continuer dans les années 50-60. Là, cette fois-ci, beaucoup plus avec des pilotes d'essai, des pilotes de record, des aviatrices qui vont accomplir des exploits divers et variés. Et puis, ce que j'essaye de montrer dans l'ouvrage, dans ce chapitre-là, c'est que paradoxalement, leur situation va décliner au début des années 60, paradoxalement, alors même que le féminisme gagne un peu partout. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire collectif de tout le monde, à partir de 1960 et de la Jet Society, et donc de l'ouverture, de la multiplication de l'aviation civile et donc des jetliners, des avions à réaction, la place de la femme, ça va être l'hôtesse de l'air. Et donc, dans l'imaginaire collectif de tout le monde, les écrivains, les journalistes, les cinéastes, les militaires, les hommes politiques, enfin tout le monde, la place de la femme, c'est l'hôtesse de l'air. Et le paradoxe, c'est que l'hôtesse de l'air devient le symbole, le sexe symbole, le symbole on va dire, du glamour, de la femme, etc. Donc paradoxalement, c'est que les hôtesses de l'air, c'est ce que je dis dans le bouquin, vont faire beaucoup de tort aux as féminines. Aux as féminines et tout simplement aux aviatrices. Pourquoi? Parce qu'ensuite, les aviatrices vont devoir reconquérir progressivement toute leur place pour revenir dans les cockpits. D'abord des avions de transport, des hélicoptères, puis au bout d'un certain temps, après à la fin de la guerre froide, dans les cockpits réellement des avions de combat, pour pouvoir réellement être engagé en tant que pilote de chasse après la fin de la guerre froide, en fait à partir du milieu des années 1990. Donc en fait depuis à peu près 25 ans. On s'est dit pas mal de choses, on a presque fini parce qu'il faut lire le livre, parce qu'il y a plein de chapitres absolument géniaux, notamment sur la guerre d'Espagne, où on découvre des as espagnols à la fois républicains et nationalistes. Qui continueront le combat et dans l'Allemagne nazie, au sein de la Luftwaffe et au sein de l'armée soviétique. Il y a aussi les chapitres fantastiques sur l'Iran. Et là, en tout cas dans le magazine Gary Histoire, on a publié une interview du dernier as officiel de l'histoire de l'aviation, pour l'instant. Un des derniers, en tout cas. Il y a beaucoup de chapitres comme ça, où on découvre beaucoup de pilotes, beaucoup de pays. Enfin, c'est assez incroyable. Il n'y a pas que des Américains, des Allemands, des Russes et des Anglais. Non, bien sûr. On s'aperçoit aussi, et quand on réfléchit, c'est logique, mais c'est aussi un étonnement qu'il n'y a plus d'as français après 1945. Donc les as c'est pas parce qu'il n'y a plus d'as français que les as disparaissent, mais en tout cas, vous l'avez dit au début, après 1945, c'est le déclin des as. Donc qui est le dernier as et surtout pourquoi? Alors, le dernier as, historiquement, c'est un Iranien, donc Assadollah Adeli, en 1988. Donc, qui est le dernier as iranien à abattre sa cinquième, et de manière homologuée, sa cinquième victime irakienne. Et le paradoxe, c'est que vous avez des pays comme ça, l'Iran est un de ces exemples, qui, alors là pour le coup, ne va pas du tout favoriser les as et ne va pas du tout favoriser les pilotes de chasse. Pourquoi? Parce que les pilotes de chasse, à ce moment-là de l'histoire, sont estampillés entre guillemets impériaux, c'est-à-dire favorables à l'ancien régime du Shah. Et donc bien sûr le régime de la révolution islamique qui arrive, qui fait la révolution et qui se retrouve immédiatement embringué dans la guerre Iran-Irak, en fait ne va pas faire confiance à son armée de l'air et ne va surtout pas faire confiance à ses pilotes de chasse. Donc ça veut dire que le paradoxe, c'est que quand les pilotes de chasse iraniens vous disent j'ai réussi à me faire homologuer entre guillemets 5, 6, 7, 9, voire 11 victoires donc pour les deux plus titrés, vous pouvez croire qu'en effet ils ont eu énormément de difficultés à se les faire accréditer. Donc il n'y a pas eu d'exagération de ce côté-là. Un petit peu pareil du côté israélien d'ailleurs. Donc la tendance était plutôt d'être très ferme sur les exploits individuels. Donc qu'est-ce qui se passe après? Depuis 1988, pourquoi ils disparaissent? Ils disparaissent parce que globalement les avions coûtent trop cher, beaucoup plus cher, de plus en plus cher.
Donc ça veut dire que statistiquement, les volumes des flottes d'aviation de combat se restreignent comme peau de chagrin. Sans même parler de la France, mais regardez toutes les puissances, toutes les grandes armées, on va dire, de la planète. Depuis la fin de la guerre froide, le nombre d'avions de combat a été divisé par 5 à peu près. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de 4 à 5 fois moins d'avions de combat en ligne qu'en 1990, sur un phénomène donc d'à peu près 28 ans, enfin, donc un gros quart de siècle. Donc il y a ce phénomène-là. Il y a le phénomène aussi que la défense aérienne et les missiles solaires deviennent de plus en plus performants. Donc il est beaucoup plus intéressant et beaucoup moins coûteux, évidemment, de développer des bulles, ce qu'on appelle anti-access area denial, c'est-à-dire des bulles d'interdiction, ouais. Qui finalement coûtent beaucoup moins cher et qui sont paradoxalement plus efficaces, même si ça ne recourt pas à tout. Le fait aussi que les avions maintenant sont utilisés, les avions de chasse, surtout sur des missions d'appui-feu, sur des missions de bombardement et plus des missions d'interception. Pourquoi ? Parce que la tactique et la stratégie ayant évolué, les guerres modernes font en sorte que dans un premier temps, on va annihiler ou neutraliser, c'est-à-dire empêcher de décoller la chasse adverse, l'aviation adverse. Et une fois qu'elle est ou immobilisée, ou neutralisée, ou détruite, au sol par exemple, ou simplement qu'elle ne peut pas décoller pour des tas de raisons, et bien alors là évidemment il y a beaucoup moins de chances, voire plus de chances du tout, de rencontre entre guillemets entre avions hostiles. Et puis parce que évidemment la dernière question c'est et les drones, donc c'est la multiplication, la banalisation des drones de combat qui font que à terme on peut imaginer des combats aériens entre drones mais plus forcément entre vecteurs pilotés. Alors ça c'est une vision on va dire pragmatique, réaliste. Donc je ne dévoile pas les 5 dernières pages de conclusion de mon livre parce que je laisse au lecteur oui, tout à fait. la saveur de les découvrir parce que ma position est ouverte. Mais dans ces 5 pages, je dis donc ça c'est la logique, mais tout est possible. Pourquoi ? Parce qu'il faut lire ces 5 dernières pages. Oui, puis aussi que les grands pays à grande dimension d'aviation ne s'affrontent plus aussi. Bien sûr, mais alors j'allais presque dire heureusement. Mais là aussi, rien n'est écrit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écarter l'hypothèse d'une guerre demain après-demain ou le jour d'après entre la Chine et les États-Unis, entre peut-être pas les États-Unis et la Russie, mais voire même entre la Russie et la Chine, pourquoi pas, entre les aviations du Moyen-Orient suréquipées, certains pays asiatiques eux aussi suréquipés. Et donc là, ça laisse clairement planer la possibilité donc, de nouveau de combat et de victoire aérienne. Mais peut-être plus simple. Donc par exemple, pour terminer, peut-être statistiquement, on s'aperçoit que donc depuis 1982 et la guerre des Malouines, depuis 1982, parce que ça correspond également donc, à l'opération de Péan Galilée, les gros combats aériens au-dessus de la Beka au Liban entre aviation syrienne et aviation israélienne. Donc en fait depuis 1982, il n'y a plus, à part donc, dans les guerres Iran-Irak, il n'y a pratiquement plus d'as, c'est-à-dire ayant au moins 5 victoires homologuées. Par contre, tout pays confondu, il y a eu une douzaine de pilotes qui ont eu au moins 3 victoires. Donc peut-être que l'évolution, c'est de dire les As, demain ou après-demain, ne seront plus les pilotes de chasse qui ont 5 victoires homologuées, mais 3 par exemple. Parce que paradoxalement, et donc c'est un moyen de terminer et de reboucler la boucle, parce qu'aujourd'hui, paradoxalement, ça redevient peut-être tout aussi difficile finalement d'abattre, non plus de piloter, le pilotage est facile, ça devient de plus en plus compliqué d'abattre de nouveau un appareil, un peu comme finalement au début de la Première Guerre mondiale. Pierre Razou, merci, c'était passionnant, et donc je redis qu'il faut lire ce livre, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne s'est pas dit, et il faut surtout se plonger, j'allais dire, dans les pages les plus arides, qui sont toutes les pages de la fin, et qui sont absolument extraordinaires, avec beaucoup de statistiques, beaucoup d'analyses, et notamment les classements par pays, qui nous apprennent ça, ce sont les annexes. Quantité de choses, mais bon, voilà. C'est un livre riche et plein d'enseignements. Merci beaucoup. Merci à vous.